Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui revient sur les films que j'ai le plus appréciés cette année, sur les 77 que j'ai vus en salle en 2018. Le choix n'a pas été facile et il y a plein de sorties de films que j'ai ratées par manque de temps. J'espère que ça va vous plaire et si vous avez des films de 2018 à me conseiller ou que vous voulez tout simplement donner votre avis à vous, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez également aller voir ma vidéo sur les films qui m'ont le plus déçu et que je n'ai pas aimé, ainsi que la vidéo bilan de mon année 2018 sur YouTube. C'est parti pour mes films préférés de 2018. Numéro 10, Dans la brume. Dans la brume est un film de genre français avec Romain Duris et Olga Kurilenko. Ce film se passe dans un futur proche, à Paris, où nous suivons un père de famille séparé de sa femme, mais avec qui il a une fille qui est atteinte d'une maladie incurable qui l'oblige à vivre dans une sorte de cellule médicale aménagée. Un jour, sans réelle explication, une sorte de brume sort de sous terre et tue les gens qui la respirent. Nos personnages principaux se retrouvent alors sur les toits de Paris, là où la brume n'est pas encore montée, et ils tentent de survivre comme ils peuvent, tout en essayant de sauver leur fille, qui a besoin d'être alimentée en oxygène. C'est un super film, une très bonne surprise dans le cinéma français qui est assez frileux sur les films catastrophes, science-fiction, survival. Il en existe assez peu, et ce film-là n'est pas difficile à regarder, au contraire. Il est très intéressant car les personnages sont très bien écrits, il y a plein de scènes qui vous coupent le souffle, car il y a tout cet enjeu d'oxygène, et j'ai parfois eu l'impression qu'il s'agissait d'une adaptation de roman ou de bande dessinée, car le personnage principal croise d'autres personnages dont on sait assez peu de choses, mais il y a suffisamment de mise en scène pour qu'on puisse imaginer leur vie, et ça nous pousse à vouloir les connaître un peu plus. On aurait très bien pu enlever ces scènes, mais ça donne quelque chose de plus fort et de plus humain que de suivre égoïstement l'histoire du personnage principal alors que tout le monde est touché par cette catastrophe. C'est un super film qui malheureusement a fait très peu d'entrées par rapport à son budget, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande chaudement. Numéro 9, Ready Player One. Je ne vais pas m'étaler dessus car c'est un gros film qui a fait plein d'entrées et il y a déjà beaucoup de vidéos dessus. Mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis dans mon top et pourquoi à cette place et pas plus haut. Visuellement, je trouve que c'est un très beau film qui fait du grand spectacle avec de superbes scènes avec plein d'effets spéciaux. C'est un petit bijou pour les cinéphiles car il y a toutes ces références sur tous les plans, sur des œuvres qui font aujourd'hui partie de notre culture populaire. Et ça va au-delà du simple Easter eggs qui fait plaisir, puisque Spielberg rend hommage encore une fois à un réalisateur qu'il aime beaucoup et qu'il a connu personnellement, à savoir Stanley Kubrick, en reprenant plusieurs scènes de Shining, un de ses films les plus cultes et un film d'horreur à voir au moins une fois dans sa vie. Mais malgré tout, je trouve que le film utilise certaines facilités concernant la personnalisation de ses personnages principaux, qui sont basiques et peu complexes. C'est un défaut qu'on retrouve dans plusieurs films de Spielberg qui veulent être tout public. Moins le personnage est caractérisé, plus il est facile de se mettre à la place du héros quand on est jeune ou qu'on a de l'imagination, mais du coup, ils sont creux, comme des personnages de jeux vidéo. C'est pour ça que je ne le mets pas plus haut, ce n'est pas un film que je trouve parfait, mais c'est le genre de film qu'on aime voir et revoir, car ça dit plein de choses super intéressantes sur la réalité virtuelle, la mémoire conservée par la technologie, ou encore les liens que l'on peut avoir avec les personnes en virtuel. Et puis il y a tous ces easter eggs cachés qu'on ne voit pas forcément au premier visionnage. Donc Ready Player One c'est super cool, et c'est pour ça qu'il est quand même dans mon top. Numéro 8, Mission Impossible Fallout. 16e opus de cette saga qui a connu des hauts et des bas. Mon dieu, le deuxième film est très drôle tellement il frôle le nanar, mais il fait tellement bien son travail. Le principe des Missions Impossibles est de toujours proposer des scènes de plus en plus folles, avec Tom Cruise au milieu qui fait lui-même ses cascades, avec toujours cette course contre la montre avec une bombe qu'on désamorce à une seconde près avant qu'elle explose. Je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde ou qu'on trouve que ça en fait trop, parce que c'est le cas, ça en fait beaucoup trop, mais je trouve ça tellement divertissant. Je ressens toujours des émotions fortes, comme de l'adrénaline, comme si j'étais en train de courir à côté du héros dans ces scènes. De plus, comme Tom Cruise fait lui-même ses cascades, et qu'il y a assez peu d'effets spéciaux, ça donne quelque chose de plus naturel et tellement réaliste à ces scènes qui sont complètement dingues. Ils aiment bien tourner dans de grandes villes différentes dans chaque opus, et il y a cette scène avec cette policière française que Tom Cruise sauve. Ce n'est pas un détail anodin, il y a une position politique là-dessus. Mais je ne vais pas épiloguer, vous pouvez retrouver dans la description le lien de ma vidéo avis que j'ai fait sur ce film il y a quelques mois. Numéro 7, Le Grand Bain. Là aussi, je ne vais pas en dire trop car j'ai fait une vidéo dessus et c'est un film qui fait pas mal parler de lui en bien depuis le Festival de Cannes, mais c'est un film qui m'a fait rire et qui m'a beaucoup touchée car ça aborde des thèmes que je trouve importants sur nous-mêmes, sur comment se gérer, se dépasser soi-même, ne pas avoir peur du regard des autres, etc. Là pour le coup, chaque personnage est détaillé, ils sont plus compliqués parce qu'ils ont des vies compliquées, et la vie c'est compliqué. Ça n'empêche pas de rire avec eux, et je trouve que le casting a quelque chose de vraiment soudé entre eux, et leurs jeux d'acteurs ont quelque chose d'assez spontané. C'est un super film, il est encore en salle si vous avez la chance de pouvoir aller le voir, faites-le et emmenez tous vos proches, vous allez passer un super moment. Numéro 6, First Man. Encore une fois, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vais pas vraiment m'étaler,
mais au risque de me répéter, c'est un super film sur le processus de préparation des astronautes pour le premier alunissage, avec tous les échecs, parfois mortels, qu'il y a eu pour en arriver aux images qu'on connaît très bien. Ryan Gosling joue le rôle de Neil Armstrong, et on en apprend un peu plus sur la vie privée de cette personne dont le nom est mondialement connu. Et puis il y a tout le travail de Damien Chazelle, le réalisateur de Whiplash et La La Land, qui sort de sa zone de confort avec le style musical pour quelque chose de plus minimaliste et silencieux comme l'espace. C'est très intéressant à voir et pareil, c'est un film qui n'a pas fait beaucoup d'entrées, donc n'hésitez surtout pas à aller le découvrir par vous-même. Numéro 5, The Disaster Artist. Ce film est réalisé par James Franco, qu'on connaît surtout en tant qu'acteur, et il s'offre ici le rôle principal d'une personne réelle qui est incroyable. Si on l'avait inventé, on dirait que ça sonne faux, mais Tommy Wiseau est vraiment comme ça. Ce monsieur, il y a plein de mystères autour de lui, et il y en a qui disent que c'est un vampire, d'autres qu'il est sous la protection des témoins, ou encore qu'il aurait eu un accident, qu'il aurait porté plainte et gagné son procès pour expliquer pourquoi il a autant d'argent. Il est connu pour être le réalisateur de The Room, un nanar qui fascine Hollywood, car il n'y a rien qui va dedans, et en même temps ça a l'air de tellement coller à la personnalité de Tommy Wiseau. J'ai eu l'occasion de le voir juste après The Disaster Artist, car c'était une double projection, et ce film raconte du coup l'amitié entre Tommy Wiseau et Greg Sestero, et le tournage de The Room qui cumule plein d'erreurs, de tensions et de crises, parce que le film est mauvais. Il prend quelques libertés, notamment sur la fin, et sur le succès de The Room, lors de sa première séance. Mais c'est un film qui parle de cinéma nanar, et qui est très drôle, pas autant que The Room, mais il a plus de qualité. Je vous invite aussi à le voir, et à visionner avant ou après The Room avec vos amis. Vous pouvez même faire un jeu à boire à chaque fois que vous voyez un plan de San Francisco ou des cuillères. Comprendra qui pourra. Numéro 4, Moi, Tonya. C'est un film qui est sorti en début d'année 2018 et qui a remporté pas mal de prix, notamment sur les performances de Margot Robbie dans le rôle principal et Allison Janney dans le rôle de sa mère. Ce film raconte l'histoire vraie de Tonya Harding sous forme de faux documentaire, puisqu'il se base sur les dépositions des différentes personnes qui ont été concernées par l'affaire Harding-Kerrigan en 1994, et qui se contredisent tout le temps. Cette femme était patineuse et elle est connue pour avoir réussi des triples axes en compétition, une figure assez difficile, et parallèlement, sa vie personnelle est assez compliquée. Sa mère la rabaisse beaucoup, son petit copain est violent avec elle, et elle a un caractère trempé qui fait qu'elle n'a pas la classe pour représenter les États-Unis au JO ou dans diverses compétitions dans le patinage artistique. Que du bonheur. Le film est très intéressant pour l'histoire qu'il raconte, mais surtout pour la façon dont il la raconte, car on a le droit à plein de choses en matière de narration. Des regards caméra, des voix off qui contredisent ce qu'on voit à l'écran, des portraits, comme si on était en interview, des années après, etc. Le film, il a du style. Tout le travail pour copier ses performances est juste phénoménal, car tout est imité à la perfection, alors que Margot Robbie n'est pas du tout une championne de patinage, elle a pris des cours, elle a fait des entraînements, mais il y a la mise en scène et les effets spéciaux qui font croire qu'elle est capable de faire des figures impressionnantes. C'est un super film avec de super acteurs, sur un sport qui est toujours aussi beau à regarder. Numéro 3, Mauvaises herbes. À la base, je voulais faire une vidéo avis sur ce film, mais j'ai manqué de temps durant le mois de décembre. Ce film est réalisé par Kyron, que j'ai découvert comme plein de gens dans la série Bref, et il joue ici le rôle principal, Well, qui commet de petits délits avec la complicité de Monique, interprétée par Catherine Deneuve. Mais un jour, il tente de voler les courses de Victor, joué par André Dussolier, qui les arrête tout de suite. Ce dernier gère une association qui vient en aide à des jeunes en difficulté scolaire, à travers un stage qui est obligatoire que le premier jour. Sous l'insistance de Monique, qu'il a connue il y a longtemps, il accepte de prendre Well comme tuteur le temps de trouver quelqu'un de qualifié. Et il doit convaincre les enfants de revenir, même si ce n'est pas obligatoire. Sinon, Victor porte plainte. Well relève le défi, mais les jeunes sont particulièrement difficiles avec lui. Il fait preuve alors d'humour et de pédagogie pour se rapprocher d'eux. Et une confiance s'installe. Parallèlement, on a des extraits de l'enfance de Well, qui vient d'un pays qui a connu la guerre, et il a été recueilli par Monique dans une école religieuse française. Et on en apprend également un peu plus sur les jeunes. Ce qui me plaît chez Kyron, c'est qu'il aborde des sujets graves, comme dans son premier film, Nous trois ou rien, qui revenait sur la vie de ses parents, opposants politiques en Iran, qui a connu plusieurs dictatures. Mais toujours avec humour. Ce n'est pas de la légèreté, le sujet est très sérieux, mais il crée des scènes drôles et on devient plus empathique avec les personnages par conséquent. C'est le cas avec Mauvaises herbes, qui en plus a un super duo Deneuve-Dussolier dans des rôles de vieux à qui on ne leur apprend pas à faire la grimace, ainsi que de jeunes acteurs qui sont crédibles car bien choisis et bien dirigés. C'est un film qui fait rire, qui fait pleurer et qui fait réfléchir, tout ce qu'il faut pour qu'il soit dans mon top. Encore une fois, c'est un film qui a fait peu d'entrées, alors n'hésitez pas à le découvrir, ainsi que le premier film de Kyron. Succès garanti. Numéro 2, Mademoiselle de Jonquière. L'année dernière, si on m'avait dit que je mettais un film d'Emmanuel Mouret en top 2, je n'y aurais pas cru. Mais comme je le dis dans la vidéo avis sur les films français, Mademoiselle de Jonquière est un super film.
Je n'ai rien de négatif à dire à son égard, et ses dialogues avec son langage soutenu est tellement joli à écouter. Je peux comprendre qu'on n'aime pas les films d'époque, avec ses histoires de fesses et cette diction particulière, mais dans ce film c'est si bien fait. Si vous n'êtes pas habitué à ce genre, je vous conseille quand même de lui laisser une chance, et puis de toute façon, tout le monde aime écouter Edouard Baird, donc allez-y, les yeux fermés. Numéro 1, The Guilty. Quel film? Car ce film est un huis clos. On suit un policier qui gère les appels d'urgence au Danemark, c'est un peu comme le 911, et lorsque quelqu'un l'appelle, on est aveugle comme lui. Si la personne ne décrit pas où elle est, avec qui elle est et qu'est-ce qui se passe, on ne sait rien, et lorsque il ou elle s'exprime, on imagine du coup ce qu'il se passe, et plus c'est horrible, plus on y met nos propres peurs. C'est un film qui ne joue pas seulement sur le hors-champ, il joue avec l'imagination du spectateur. On est dans l'urgence, car c'est un appel pour les urgences, et en même temps on est impuissant. Le policier ne peut pas intervenir physiquement, il doit alors trouver des solutions vite, avec le portable qui se coupe, qui est raccroché de force, etc. Il y a quelque chose d'assez frustrant, autant pour lui que pour le spectateur, alors du coup, on s'identifie beaucoup à lui, malgré le fait qu'il n'est pas aussi net qu'on pourrait le croire. Ce film, j'y suis allée sans avoir beaucoup d'informations, alors je vous laisse le découvrir. Mais pour moi, ça a été une grande expérience, une grosse claque. Aujourd'hui, on fait des films qui en demandent de plus en plus de temps, de plus en plus de budget, d'effets spéciaux, de casting, etc. Et là, il y a ce film qui nous retourne émotionnellement, alors que c'est un huis clos avec un type et son téléphone. C'est pour ça que c'est fou avec le cinéma, tant que c'est bien fait, que le fond sert la forme, et inversement, toute histoire peut devenir incroyable. Voilà, c'est tout pour ce top, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les films qui m'ont déçu si ce n'est pas encore fait. Je suis contente de ce top, globalement, j'ai vu plus de bons films que de mauvais, et j'espère que j'ai réussi à convaincre les plus frileux d'entre vous à aller voir les films qui m'ont plu. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, et dites-moi dans les commentaires quel film vous a le plus touché en 2018, et que je n'ai peut-être pas vu. Bonne année 2019, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut!